le vent rongeait les balcons en bois d'écho pique tel un animal affamé, arrachant des éclats des balustrades en cèdre autrefois brillantes et les projetant à travers la cour gelée. Au centre de la cour, un baril de feu piqué dans un poste de garde forestier abandonné crachait une flamme bleu pâle, seule ponctuation dans un paysage emprisonné sous un nuage permanent. 24 ans s'étaient écoulés depuis que le décret tarifaire avait fait exploser l'économie, déclenchant une réaction en chaîne de pénurie, d'émeutes et, finalement, le déploiement désespéré d'armes trop terribles pour l'imagination du temps de paix. Ce qui restait de l'Amérique était fragmenté en poches mordillées par les intempéries, chaque communauté étant une île dans un continent de ruines. Echo Peak, fantôme de son ancienne station de ski, s'accrochait à la vie sur un plateau surplombant les ruines de l'Interstate 70. L'ancien pavillon de la télécabine était dévasté, les fenêtres bourrées de bâches en plastique cousu, l'isolation remplacée par des moquettes clouées sur les montants. Un générateur, l'un des derniers diesels en état de marche du comté, grondait 3 heures chaque soir avec de l'huile de friture récupérée, juste assez pour éclairer le réfectoire et recharger les appareils à ondes courtes récupérés dans les fourgons de la FEMA. Les panneaux solaires fissurés par la grêle tombaient en panne un jour sur deux, les éoliennes gelaient lorsque le givre bloquait leurs axes de rotation. Pourtant, les habitants tenaient bon. Ils cultivaient des champignons dans les vestiaires démantelés, cultivaient des pommes de terre avec des sacs de terre remontés de la vallée par des convois de mules, faisaient fondre la neige pour l'irrigation au goutte à goutte et attendaient une source qui n'arrivait plus régulièrement. À l'intérieur du réfectoire, les lampes tremblaient, leur faible rayonnement tachant les tables de taches ambrées. 5 adolescents étaient recroquevillés autour du support radio accroché au mur du fond, le haut-parleur sifflant d'une électricité statique trop forte pour être confortable, mais trop précieuse pour être étouffée. L'aîné, Maya Solas 17 hiver et cartographe de facto d'Echo Peak, gardait un doigt ganté sur le bouton de volume, l'autre main serrant un carnet à spirale taché de crayon. À côté d'elle, Raph était assis, les épaules nouées par une énergie débordante, tapotant le morse contre le banc métallique. Ezra et Gio se penchaient suffisamment près pour que leur souffle givre sur le pain verni, tandis que Camille, la plus petite de l'équipe, collait son oreille contre la grille comme si l'électricité statique elle-même murmurait des secrets. Raph rompit le silence le premier. C'est reparti. Triple 4-0. Puis la longue rafale. C'est notre balise. C'est possible, corrigea Maya en tapotant les coordonnées. Ou peut-être un autre reflet fantôme du col. L'ionosphère est plus violente que d'habitude ce soir. De l'autre côté du couloir, un souffle d'air glacial annonça l'entrée de Shep Dunn, le maire réticent de la station, survivant de 2 sièges de milice. Snow se salissait la barbe. Il frappa du pied en secouant la tête face au groupe d'adolescents. « Vous brûlez du diesel » grogna-t-il. « Si ce n'est pas un signal d'urgence, coupez-le. » Maya se redressa, le menton haut. « Monsieur, nous pensons que oui. » Même schéma qu'hier, le timing correspond au code de l'armée. Elle tapota le carnet. Le groupe Foxtrot 4 signifie « abri intact, ravitaillement présent ». Le groupe 0 signifie « danger inconnu ». Shep fronça les sourcils. « Et tu crois que ça vient de la crête au-dessus de la chute de la dernière chance ?» Proche. La triangulation nous donne une vue depuis le nord-ouest, à environ 1 kilomètre au-delà de la tour de téléphérique. Cela la place sous la couronne d'avalanche. Un silence s'abattit sur la pièce. Chacun se souvenait du sommet, une falaise de neige fracturée où la coulée de fin février avait arraché la moitié de la paroi, enseveli les télésièges comme des éclats. Les équipes de recherche trouvèrent 2 corps, mais jamais le hangar de maintenance qui, selon la rumeur, abritait un dépôt de ravitaillement d'avant-guerre. Les satellites GPS étaient morts depuis longtemps, seul le code froid et grésillant vibrait désormais dans la tempête, tel un battement de cœur rythmé provenant de ceux qui reposaient sous la glace. La voix d'Ezra était parcourue d'un tremblement qu'il tenta d'étouffer. Si cette balise est réelle, il pourrait y avoir des kits médicaux, des protéines en conserve, et peut-être même des roulements de turbines de rechange. Shep faisait les 100 pas, ses bottes résonnant. Ou alors, il pourrait y avoir des barils anti-radar, des mines terrestres, n'importe quel pacte diabolique que la vieille armée a laissé pourrir. On ne peut pas se passer de gens pour une chasse aux fées. Et si on y allait ? Les mots jaillirent de Maya avant qu'elle ne puisse les ravaler. Elle vit le sourire de Raph s'illuminer, les yeux de Camille s'écarquiller. On connaît les crêtes. On s'est entraîné avec les balises. Et on est léger, moins susceptible de déclencher une nouvelle avalanche. Un battement passa. Puis un autre. Shep joignit les mains derrière son dos, fixant les chevrons noirs de fumée.
Tout le monde à Ecopic connaissait le registre des rations, placard réduit de semaine en semaine, viande d'écureuil étirée à la farine d'aiguille de pain, filtre de générateur effiloché comme de la toile de jute. Ecopic avait besoin d'un miracle. Finalement, il expira. Tu prends les chiens, le localisateur d'urgence et une radio en état de marche. Aux premières lueurs du jour. Tu te pointes toutes les heures. Si tu franchis une ligne d'où tu ne peux pas revenir en rampant, j'envoie la milice te chercher et je te traîne chez toi par le collier. Une douce ombre obscurcit ses yeux. Si la montagne te laisse vivre aussi longtemps. L'aube filtrait sur le plateau, ses teintes violettes et grises teintées de rose. Le vent sculptait des panaches sur la crête, la neige poudreuse tourbillonnant comme de la poudre de verre. L'équipe de Maya s'était rassemblée à la station de télécabine en ruine, Maya, Raph, Ezra, Gio et Camille, chacun semblé dans des vêtements de récupération superposés, Jean sous une bâche, bottes scotchées, lunettes taillées dans du plastique de visière. Deux malamutes, Alcyon et Brick, s'agitaient contre les cordes de la laisse. Maya portait sur ses épaules le sac contenant la radio, dont les bobines de cuivre étaient plus lourdes que n'importe quel manuel scolaire qu'elle avait autrefois trimballé jusqu'à une école condamnée depuis longtemps. Le DVA pendait sur sa poitrine comme un stéthoscope en fer. Tandis qu'il s'engageait sur la route de service abandonnée, la vallée en contrebas murmurait du souvenir des bavardages des télésièges, des touristes savourant les cocktails d'après-ski. Désormais, la seule musique était le crissement rythmique des crampons et le gémissement des goulottes tourbillonnant dans les congères. Après un demi-mile, le sentier disparut sous une plaque avant. Ils bifurquèrent vers l'ouest, suivant les piquets peints en rouge, plantés l'automne dernier dans le cadre du projet de cartographie de Maya. Chaque piquet miroitait sous le givre, certains étaient cassés, des éclats pointant vers le vide. 1 kilomètre plus loin, ils atteignirent le canyon où la coulée de février avait dévasté les arbres comme des pailles. Des plaques de neige tassée s'élevaient plus hautes que les cheminées restantes de la station, striées de branches de pin et de suie carbonisée provenant d'une dameuse brûlée. Raph calma sa respiration, puis lança un grappin dans un creux où la neige rencontrait un rocher soulevé. La corde se tendit. Maya prit la tête, plantant des piolets, avide de sentir ses muscles accomplir une tâche plus vaste que le travail quotidien de survie, jusqu'aux chevilles. Ezra guidait les chiens derrière lui, murmurant des ordres fermes. Gio vérifia le compteur Geiger que Shep avait insisté pour qu'ils apportent, l'aiguille restait généralement immobile, ne vacillant que lorsque les rayons cosmiques perçaient une trouée dans le nuage. Les radiations hantaient encore les basses terres où les réacteurs avaient éclaté des décennies auparavant, mais l'air de la Haute-Sierra était généralement pur. Généralement. Au sommet des débris de l'avalanche, ils découvrirent un plateau balayé par le vent, sans abri mais étrangement serein, comme un cimetière après le départ des personnes en deuil. Là, la balise résonna plus fort dans le casque, une triple impulsion s'élevant au-dessus des intervalles statiques. Les adolescents formèrent un cercle, antennes inclinées, pointant la source en croix. Maya griffonna les angles d'intersection, recalculant lentement, comme son professeur de mathématiques le lui avait un jour répété, mesuré 2 fois, supposer que le monde mentira toujours. C'est sous la corniche, conclut-elle. À environ 200 mètres au nord-nord-ouest. La corniche est en surplomb, prévint Gio. L'air chaud des cheminées thermiques l'a peut-être creusé. Un faux pas et on prend le train express pour la gorge. Raph afficha à nouveau ce sourire, le vent lui asséchant les lèvres. Alors, on passe à droite. Ils avançaient en file indienne, chaque empreinte de pas profondément marquée, chaque souffle haletant dans le silence. Le ciel s'assombrissait tandis qu'une nouvelle neige épaississait la couverture nuageuse. Quelque part à l'est, le tonnerre gronda une plaque se détachant sur un autre sommet, lointain mais rappelant l'appétit de la montagne. L'émetteur-récepteur de Maya émit un bip, les lumières stroboscopiques clignotant en rouge. Le signal de la balise changea brusquement de ton, se transformant en un motif roulant qu'aucun d'eux n'avait entendu, --. Raph secoua la tête. Ce ne sont pas des données de distance. Ce sont des indicatifs chiffrés. La mémoire d'Ezra revint aux histoires du soir que son père racontait autrefois à propos des radios dans les guerres climatiques, et comment les renseignements circulaient à travers des codes superposés, des balises primaires pour la localisation, des superpositions pour les instructions. Serait-ce délibéré ? Un message attendant des oreilles suffisamment alertes pour le décoder ? Camille décrocha son propre carnet et prit un fragile dépliant troqué auprès d'un bibliothécaire de la vallée, un exemplaire abrégé du manuel de terrain 452, signaux de la station Echo. Son doigt tapota le motif. Sentinelle fantôme des neiges, murmura-t-elle. C'est ce qu'on appelle un bunker d'urgence de type K.
le sourire de Raph se transforma en une ligne pincée. Les bunkers fantômes étaient des chambres fortes de confinement biologique. Maya se força à garder son calme. Et parfois des arches de ravitaillement ou des réserves scellées destinées au repeuplement. Ça dépend du plan utilisé par le corps. Son regard se durcit. Quoi qu'il en soit, s'il y a des médicaments, Eco-Peak en a besoin. Ils continuèrent leur chemin jusqu'à ce que le sol tremble sous une caverne invisible. Un bourdonnement sourd s'éleva, mécanique, subsonique, comme si la terre elle-même exhalait. Les chiens se hérissèrent. Maya fit signe d'arrêter. Devant eux, la surface de neige s'affaissait légèrement, une plateforme comblant l'espace vide en contrebas. Gio poussa du bout de sa perche, la pointe s'enfonça, révélant un vide de près de 15 cm. Il faut ramper à la corde, dit Maya. Répartissez le poids. Ils tendirent une corde en travers de la corniche, s'attachant à 2 mètres d'intervalle. Un par un, ils glissèrent sur le ventre, répartissant la force. À mi-chemin, Raph répondit par radio, panneau thermique en dessous, vapeur s'échappant. Attention aux poches qui fondent. La sueur glaçait sous le col de Maya tandis qu'elle la suivait. La glace sifflait sous son souffle. Lorsqu'ils atteignirent un sol plus ferme, le soulagement s'évanouit, car ce sol ferme n'était pas du tout nivelé. C'était de l'acier oxydé, terne et piqué, s'étirant dans les congères comme le dos d'un léviathan enfoui. Un pochoir noir, à peine lisible, indiquait « Propriété de l'armée américaine Fantôme des Neiges Secteur K ». À côté, une trappe encastrée se tenait derrière une couche de glace translucide. Ezra s'agenouilla, repoussant la neige pour exposer une roue de manivelle. De la rouille s'écaillait sous ses moufles. Il la manéuvra, les muscles tremblants. Rien. Gio sortit un chalumeau pliable, l'alluma avec un silex, embrassa le bord de la roue jusqu'à ce que les engrenages grippés gémissent. Après 10 minutes d'agonie, la roue bougea. De la vapeur siffla. Un souffle d'air pressurisé et vicié gémit à travers les coutures. Et puis vint le rugissement. Pas de la trappe, mais de la crête au-dessus. Un bruit semblable à celui d'un géant déchirant un ciel de tissu. La corniche se fractura, des fissures fractales s'étalant sur son rebord. Maya pivota, les yeux écarquillés. Courait. Mais la neige les dépassa. La pente qu'il venait de traverser vola en éclats. Un panache de poudre explosa vers le haut, tandis que des milliers de tonnes de neige dévalaient, dévorant la gorge d'une furie blanche. L'onde de choc les plaqua contre le couvercle d'acier du bunker, l'air s'échappant de leurs poumons. Le monde se dissolvait en un bruit parasite plus puissant que n'importe quelle radio, un canon à bruit blanc étouffant tous les autres sens. Les secondes s'étirèrent jusqu'à une éternité avant que le silence ne revienne, révélant les 5 adolescents à moitié enfouis au sommet de l'écoutille scellée. La corde les sauva ancrés contre l'acier, les boucles de rechange maintenant drapées d'une nouvelle accumulation. Camille toussa, son rire se mêlant aux sanglots. Raph tapota Alcyon, qui aboya une fois, la langue tachetée de givre. Le cœur de Maya battait à ses oreilles, plus fort que la balise. Elle appuya de nouveau sur le casque, étonnamment, la triple pulsation continua, imperturbable face à la colère de la nature, comme si ce qui se trouvait à l'intérieur de Fantôme des Neiges avait attendu trop longtemps pour se taire, pour une chose aussi insignifiante qu'une avalanche. Le vent s'apaisa. Le ciel, momentanément fendu par le soleil, révéla de hauts cirrus d'un rose champagne éclatant. Tous les chemins menant à Eco-Peak avaient disparu, ensevelis sous des mètres de nouveaux débris. Seule la trappe offrait un abri, une promesse, un danger. Les adolescents échangèrent un vote muet, les chiens gémissaient d'approbation, leur queue claquant la neige. Maya resserra ses gants, serra de nouveau la manivelle et tourna. Cette fois, la roue grogna, puis fit un demi-tour. La trappe s'ouvrit d'1 centimètre, laissant échapper un souffle assez chaud pour embuer ses lunettes. Une cage d'escalier s'enfonça dans une lueur safran. Des symboles à peine lisibles clignotèrent sur un panneau intérieur. Gio pointa sa lampe torche, révélant des lettres palpitant derrière la crasse, niveau DE puissance critique, activation automatique, verrouillage biologique désactivé. Une main gantée, celle de Maya, même si elle semblait être celle de quelqu'un d'autre, se tendit vers le seuil. Et au bout du couloir, quelque chose répondit, un carillon métallique, semblable au début d'une conversation. Une chaleur teintée de soufre caressait leurs joues tandis qu'ils franchissaient les coutilles, leurs bottes résonnant sur les marches en aluminium strié. Une lampe au sodium, dissimulée derrière une vitre de sécurité, bourdonnait avec l'insistance maussade d'un insecte, peignant tout de laiton terni.
la cage d'escalier s'incurvait une spirale serrée contre un puits cylindrique jusqu'à ce qu'elle les déverse dans une antichambre tapissée de rangées de mousse absorbant les chocs, désormais cassantes avec le temps. Des points de braise de LED de secours jonchaient le plafond, illuminant un labyrinthe de flèches et d'étiquettes alphanumériques énigmatiques peintes au pochoir en vert olive, K3, MED, CVC Corps. L'air vicié sentait le liquide de refroidissement et les feux de camp éteints depuis longtemps. Le pouls de Maya battait encore fort après l'avalanche, mais l'adrénaline aiguisait tous ses sens. Sous ses gants, elle sentait chaque contraction de ses tendons, comme si son corps essayait de graver l'instant dans sa mémoire, le cliquetis de la cloison derrière eux, le léger tremblement sous ses pieds ou le battement de cœur d'un générateur quelque part dans l'obscurité. Un sifflement hydraulique répondit lorsqu'elle appuya sur le panneau près de la porte intérieure, mais la serrure resta récalcitrante, les voyants d'état clignotant en orange. Gio força le boîtier avec une barre plate, exposant des circuits recouverts de givre. Camille s'agenouilla, lampe torche entre les dents, son fer à souder chauffé par une batterie portable. Pendant qu'il travaillait, Ezra et Raph inspectèrent la chambre. Une armoire de combinaisons de protection était ouverte, le latex jauni et craquelé. Sous un couvercle en plexiglas se trouvaient 3 carabines dont les crosses en polymère s'étaient délaminées. Les jointures de Raph dansèrent sur une boîte de munitions éclairantes, la plupart rouillées et fermées mais près du fond, il trouva 2 tubes scellés sous vide encore intacts. Il les rangea dans son sac sans commentaire. La porte intérieure claqua et glissa sur le côté, révélant un couloir au mur couvert de rouille mais intact. Au fond, une rangée d'écrans bourdonnait, leurs écrans noyés dans une neige statique. Les 5 adolescents se déployèrent, guidés par une faible lueur violette qui filtrait sous une porte latérale marquée Biostasie. Sur un coup de tête, Maya s'avança vers elle, mais Ezra la tira doucement en arrière, le compteur Geiger tressauta à l'approche du seuil. Rien de catastrophique, mais la légère hausse du cadran indiquait qu'il fallait respecter les isotopes. Ils quittèrent la pièce scellée, notant l'information sur la précieuse carte de Maya. Après un deuxième virage, ils trouvèrent le centre de commandement, une console en fer à cheval émergeant du sol telle la proue d'un navire naufragé. Des couches de poussière adoucissaient ses angles durs, mais lorsque Raph effleura la surface, des cristaux indicateurs à facettes s'allumèrent, projetant des halos de phosphore sur leur visage. Un carillon résonna toutes les 7 secondes, la même tonalité métallique qu'ils avaient entendue à la surface. Sur l'écran principal, un message pulsait en lettres capitales. Protocole de réveil automatique retardé. Combustible de réacteur à 6%. Fonction critique suspendue. Demande d'authentification SIG Victor Sierra Four. Maya déglutit. 6%. Si on tire plus que l'éclairage, elle va s'arrêter. Camille feuilleta son manuel. SIG Victor Sierra Four, c'est une poignée de main par empreinte vocale liée à des clés de chiffrement. Sa voix se réduisit à un murmure empreint d'admiration. Ce terminal était censé communiquer avec les satellites. Gio fronça les sourcils. Les satellites sont morts au début de la guerre des ressources. Pas tous, risqua Ezra. Papa a dit que le département de la Défense avait lancé des satellites de secours en 2036 des CubeSat en orbite basse renforcés contre les impulsions électromagnétiques. Ils transportaient des horloges atomiques pour la navigation. Il tapota la console. Si ce bunker peut les pinger, on pourrait ressusciter le positionnement sur le plateau. Caravane de fret, cartographie par drone tout ce qu'Echo Peak a perdu lorsque le GPS s'est éteint. Mais on viderait le cœur, répondit Maya. Son esprit explorait les options comme des perles sur un boulier. À moins qu'on puisse recharger le réacteur ou y ajouter une nouvelle source d'énergie. Raph désigna d'un geste du pouce les conduits d'aération. Des puits de ventilation. On peut couper des persiennes, installer des chaînes de turbines, installer une éolienne verticale dans les vents de tempête. De quoi recharger les cellules en régime lent. Et mourir de froid en essayant, murmura Gio, sans toutefois être méchante. Ils s'enfoncèrent plus profondément. Des rangées de casiers de stockage livrèrent des trésors inespérés, des blocs de repas lyophilisés empilés dans les filets de la navette, des caisses de compresses chauffantes, une bobine de fil de cuivre plus épaisse que le pouce de Raph valant son pesant de morphine chez lui. Dans une baie réfrigérée, ils découvrirent des ampoules de biotiques synthétiques à large spectre imprimées par des laboratoires biologiques militaires avant l'effondrement. Chaque étiquette portait l'emblème de l'aigle et un horodatage de l'année 246. Camille serra une ampoule dans ses bras, les larmes aux yeux. Il y en a assez pour maintenir Echo Peak en vie pendant 2 hivers. Un couloir plus profond, en pente aux choses étranges pour une fortification souterraine aboutissait à un monte-charge fermé par des portes à ciseaux.
Au-delà de la grille, des flashs d'urgence pulsés révélaient un hangar caverneux, le mur du fond disparaissant derrière la vapeur s'échappant d'une ventilation fissurée au sol. L'inscription « Projet Sirocco » était imprimée sur le pont en lettres de 3 mètres de haut. Ezra se remémora le mot. Sirocco, vent chaud du désert. Il s'agenouilla près d'un terminal encastré dans un pilier et le réveilla. Des schémas se projetèrent dans l'air, dessins de drones en haute altitude, de bombes aérosols, de radiateurs stratosphériques. Modification du temps, murmura-t-il. Ils ont construit l'hiver exprès. Les yeux de Gio brillèrent. Mais pourquoi glacer leur propre ville? Ezra toucha une note intégrée au plan, telle une note de bas de page, Opération Frostlock aux stratégies de déni de niveau 2. Il lut à voix haute. Si l'hostilité commerciale mondiale dépasse le seuil gamma, utilisez le refroidissement hémisphérique pour bloquer la production alimentaire de l'adversaire et provoquer sa capitulation. Sa voix baissa. Ils ont militarisé le ciel pour remporter des guerres tarifaires qui avaient déjà ravagé le monde. Raph frappa le pilier d'un coup de poing, laissant une fissure semblable à une toile d'araignée. Nous tuer pour nous guérir. Un jeu typiquement américain. Maya le fit reculer. Cela signifie aussi que cette installation détient probablement les codes de dérogation pour arrêter la neige. L'espace d'un instant, tous la fixèrent, l'émerveillement mêlé de peur. Dehors, le monde suffoquait sous l'éternel hiver né dans ses couloirs. Ici, peut-être, dormaient les clés pour le dégeler ou pour enterrer la planète à jamais. Une sirène retentit dans le hangar, comme réveillée par leur seule pensée. Des lumières rouges s'en clignotèrent. La grille vibra, les servomoteurs vrombirent, la plateforme élévatrice tressauta. Sur le pont se tenait quelqu'un ou du moins la silhouette de quelqu'un en armure tactique couleur marbre sale, la visière illuminée par des LED de scanner. Dans ses mains gantelées reposait un fusil trop fin pour être fabriqué par des humains avant-guerre. Ezra se figea. Unité de surveillance autonome, souffla-t-il. Elle aurait dû être hors ligne. La visière vrombissait, se concentrant. Un baryton synthétique tonnait, accès non autorisé détecté. Identifié. Le mot « identifié » résonnait plus fort, résonnant comme un gong. Raph leva les paumes vides. Nous sommes des survivants. La neige a essayé de nous tuer. Nous ne voulons aucun mal. L'appel résonna faiblement dans cette cathédrale de métal. Empreinte vocale négative, répondit la machine, puis pivota. Un museau noir miroir les suivit. Du coin de l'œil, Maya aperçut une passerelle brisée au-dessus de la sentinelle, ses grilles métalliques s'ouvraient là où la corrosion avait arraché les boulons. Elle tira sur la manche de Raph et murmura « Diversion ». Raph n'hésita pas. Il lança un tube de fusée éclairante au-dessus du hangar. Il claqua entre les caisses, s'enflammant dans un jet de magnésium blanc. La sentinelle pivota. Maya sauta, attrapa un câble pendant et se dirigea vers la passerelle. Ses bottes claquèrent sur le fer. 2 planches se détachèrent sous son poids, projetant des étincelles vers le casque de la sentinelle. Gio et Camille se hissèrent à ses côtés tandis qu'Ezra plongeait pour se mettre à couvert derrière un capot de turbine, les chiens aboyant frénétiquement. La sentinelle tira. Des arcs bleu-blanc grésillèrent, des traînées de décharge capacitive matraquant les supports de la passerelle. L'acier brilla d'une lueur orange. Sous les pieds de Maya, toute la travée s'affaissa, les charnières éclatant comme des grains de maïs. L'instinct prit le dessus sur l'entraînement, elle s'élança de l'autre côté, s'écrasant violemment sur une caisse de stockage qui explosa dans un tourbillon de sachets de dessal. La douleur lui traversa les côtes. Elle roula sur elle-même, les oreilles bourdonnantes. Gio avait mieux atterri, traînant déjà Camille derrière un squelette de chariot élévateur. Salle des réacteurs, cria Gio en désignant une trappe de service marquée restreint module d'alimentation. Maya hocha la tête, bondit, zigzagant entre des débris métalliques tandis que des arcs déchiraient l'air au-dessus de sa tête. Raph lança la seconde fusée éclairante directement sur la visière du robot, l'éclair de magnésium brûla son capteur optique et, pendant 3 secondes, une rage aveugle la fit exploser dans le plafond. Cela suffisait. Maya actionna la manivelle de la trappe. À l'intérieur vrombissait une batterie à fusion cylindrique enrobée de carbure de bord. Elle trouva un panneau de maintenance étiqueté « Déclenchement manuel du refroidisseur des bobines, danger, arrêt en cascade ». Sans hésiter, elle passa les 2 leviers au rouge. Des stroboscopes d'avertissement s'allumèrent. Les pompes de refroidissement hurlèrent, puis s'arrêtèrent. De retour au hangar, la sentinelle s'arrêta net, les gyroscopes bégayants.
Une voix monocorde scandait « Instabilité du noyau aux priorités zéro sécurité ». La visière vacilla. Son fusil s'affaissa, le canon crachant une étincelle mourante. Puis, telle une marionnette au fil coupé, la machine s'effondra. Le silence revint, rompu seulement par une goutte de condensation au loin. Raph s'effondra à son tour, riant, l'hystérie mêlée de triomphe. Tu as affamé son rail électrique. Maya expira, les jambes en caoutchouc. Et il nous reste peut-être 20 minutes avant que la batterie ne grille. Elle parcourut l'affichage, la température du liquide de refroidissement montait en flèche, les modules d'autonomie s'éteignaient. Si la batterie tombait en panne, elle risquait de noyer le bunker dans un feu de neutrons, ou de fondre en scorie, rendant les données du projet Sirocco illisibles. Aucune de ces options n'était acceptable. Ezra se précipita vers un serveur lame réseau, priant pour que les têtes de lecture ne soient pas grippées. Un champ de tuiles holographiques surgit, illuminant ses joues maculées de suie. Je peux copier les archives Sirocco par force brute, mais j'ai besoin de puissance et de temps. Maya évalua l'enchevêtrement de conduit au-dessus de nos têtes. On réutilise le condensateur de la Sentinelle. C'est un supercondensateur, suffisant pour alimenter le serveur en données. Raph démontait déjà le robot hors service, les doigts en l'air, Camille aidant avec des pièces de son kit de soudure. En quelques minutes, ils introduisirent des câbles dans le boîtier du condensateur, le reliant au port auxiliaire du rack serveur. Ezra tapait sur les touches. Des téraoctets affluaient par liaison optique vers une banque de données à semi-conducteurs portables pas plus grande que la paume de Camille. À l'écran, la progression avançait par dixièmes de seconde. Pendant ce temps, Gio et Maya improvisaient une boucle de refroidissement, des paquets de glace désalinisés étaient insérés dans les ailettes de ventilation de la batterie à fusion, les chiens tiraient un traîneau de chargement chargé de toutes les bonbonnes de liquide de refroidissement qu'ils pouvaient trouver. Les aiguilles des jauges frémissaient à la limite du rouge. 43%, 59, 76. Une sirène retentit de nouvelles alarmes, seuil de confinement atteint, ventilation requise. Les ventilateurs du plafond toussèrent, puis s'éteignirent tandis que le rail principal d'énergie était à sec. La sueur se figea sur les lèvres, le souffle s'échappa en volutes scintillantes. 91, 97, terminé. Ezra arracha la banque de données. Compris. Il la scella dans une pochette plombée. À cet instant précis, la batterie hurla comme un prédateur blessé. Le boîtier métallique se gonfla. Sans discuter, ils coururent vers l'escalier d'accès, Brick et Alcyon bondissant devant eux. Derrière eux, le noyau de fusion cracha un jet de plasma incandescent qui escalada le plafond du puits, fusionnant les portiques en une toile d'araignée en fusion. Une onde de choc suivit, les propulsant au dernier étage, dans un passage latéral. Ils dégringolèrent, les oreilles résonnant du grondement grave des infrastructures qui s'écroulaient. Lorsque le rugissement se transforma en grognement et en craquement, Maya découvrit qu'il se trouvait dans un couloir qu'elle n'avait pas cartographié, un couloir qui montait subtilement, peut-être vers une nouvelle issue. Une légère brise tirait sa capuche, apportant un air qui sentait non pas le liquide de refroidissement, mais le pain et l'ozone. Au-dessus d'elle, le ciment s'était fissuré, révélant le ciel à travers les nervures des barres d'armature. Le soleil de fin d'après-midi transperçait la poussière, enflammant des particules telles des lucioles. Raph siffla doucement. L'avalanche nous a creusé une lucarne. Il regarda Maya, un sourcil levé. Raccourci pour rentrer. Elle jeta un coup d'œil à la banque de données qu'Ezra tenait, aux caisses de médicaments derrière eux, au visage meurtri de ses amis non plus de simples adolescents, mais des vétérans d'une guerre privée. Pas encore, dit-elle d'une voix douce mais vibrante. Sirocco a changé le monde autrefois. Nous devons savoir si ces codes peuvent annuler ce qu'il a fait sans tuer tous ceux qui restent. Gio fléchit son épaule meurtrie. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas sortir les médicaments tant qu'on n'est pas sûr que la montagne ne va pas les vaporiser. Ezra tapota la pochette. On reprend ça, on analyse avec Incache sur la tour de données. Le radioamateur de Shep peut envoyer une requête de dépactage à tous les nœuds climatiques survivants. Camille essuya la suie de sa joue, laissant une traînée semblable à de la peinture de guerre. Et si on trouve une séquence d'arrêt ? Alors, dit Maya, nous ramenons le printemps à la maison. Ils récupérèrent des harnais de traîneau dans les râteliers de ravitaillement détruits, chargeant 2 douzaines d'ampoules et une bobine suffisamment petite pour être traînée. Les chiens s'efforcèrent, impatients malgré l'épuisement. Tandis que le soleil glissait vers l'ouest, répandant une lumière abricot sur les corniches sommitales brisées,
les 5 survivants grimpèrent dans la brèche et émergèrent sur une pente nouvellement sculptée par l'avalanche étrange, périlleuse, mais praticable. En contrebas, le pic de l'écho attendait, les volutes de fumée des feux de cuisine du soir s'échappant au loin. Au-delà, des vallées où d'autres enclaves s'efforçaient de survivre sous le blizzard permanent. Maya les imagina enfiler des écouteurs cette nuit-là, entendant un murmure à travers les parasites, preuve que quelqu'un, quelque part, avait trouvé un code oublié et décidé d'essayer. Elle imagina la chaleur se répandre, non pas des réacteurs ou des chauffages de bunkers, mais de l'espoir. Derrière elle, au plus profond de Snow Ghost, les dernières braises du noyau de fusion s'éteignirent, ne laissant que le silence et le faible écho d'une poignée de mains satellites sans réponse depuis 2 décennies. Devant elle, la descente, puis la décision, puis la révélation de secrets plus anciens que leur naissance. Le vent l'enveloppa comme une question. Quelques heures avant l'aube, les lanternes de la tour de guet d'Echo Peak éclairaient Morse le long de la crête, invitant l'expédition à rentrer. Maya et ses amis franchirent les portes extérieures en boitant, les joues irritées par le vent et les sacs affaissés sous leur cargaison clandestine. Aucune acclamation ne les accueillit, les gens étaient trop habitués à l'économie de la déception, mais lorsque la nouvelle du retour des adolescents vivants se répandit, un murmure d'inspiration collective se répandit dans la station, telle une mèche prête à s'enflammer. Shep Dunn entra dans la cour, manteau flamboyant, fusil en bandoulière, mais cran de sûreté enlevé. Son regard passa du canon écumé de briques à la banque de données argentée serrée dans la main gantée d'Ezra. Il ne dit rien, se contentant de tendre les 2 mains. Ezra rendit la pochette, les pouces de Shep effleurèrent les bandes de danger, comme pour confirmer que l'appareil était réel et non le mirage d'un esprit affamé. Puis il fit signe au groupe de se diriger vers le réfectoire. À l'intérieur, les couchettes du dortoir avaient été reculées pour faire place au poste de commandement du radioamateur, à un étalage de plaques d'essai abîmées par la soudure, d'oscilloscopes récupérés et d'un PC tour alimenté par des GPU de jeux cannibalisés récupérés dans des sous-sols avant l'effondrement. Nadia Juarez, l'ingénieur en signaux résidente d'Echo Peak, retira sa visière de soudeuse et cligna des yeux en regardant les nouveaux arrivants. Lorsque Maya posa la caisse d'ampoule sur l'établi, les genoux de Nadia faillirent céder, Shep lui attrapa le coude. Des médicaments. Des vrais, datés, non périmés. Les lanternes de la tour de guet s'éteignirent en comparaison. Pourtant, le regard de Maya se fixait sur le rack du serveur, une cage thoracique de LED clignotante représentant l'esprit de la communauté. Alimentez le disque, dit-elle à Nadia. Il faut qu'on voit quel genre d'interrupteur mortel on tient avant de faire sauter les bouchons. Ils installèrent la banque d'énergie à semi-conducteurs. Les ventilateurs tournoyèrent, le code défila, les sommes de contrôle de hachage défilèrent sur l'écran comme des lucioles. Puis les arborescences de répertoire s'épanouirent, projet Sirocco au contrôle, drone Strato au modèle climatique, protocole d'arrêt. Nadia siffla, sourde et effrayée. Raph se pencha par-dessus son épaule. Dis-moi juste que c'est aussi simple que d'envoyer un stop. Sans doute pas, dit Nadia. On dirait une authentification multi-étape basée sur des nœuds orbitaux. Chaque nœud a besoin d'une séquence signée, sinon il rejette la cascade. Avons-nous les clés? Ezra ouvrit un dossier nommé Kering, mais une console d'accès exigea SIG Victor Sierra Four l'empreinte vocale qu'ils avaient déjà contournée dans le bunker en coupant l'électricité. Aucune option de force brute n'existait ici, le logiciel nécessitait une empreinte biométrique correspondante, hachée avec une ancienne archive du département de la Défense. Depuis un lit de camp dans un coin, le docteur Iris Lagne, médecin de la colonie, s'éclaircit la gorge. Elle faisait l'inventaire des antibiotiques d'une main tremblante. Avec ou sans clé, il faut faire le tri. Il ne nous reste plus que 17 bidons d'eau potable et 9 sacs de céréales sans moisissure. Son regard se porta sur Shep. Si les consignes promettent une fonte des glaces plus importante, il faut agir vite. Shep se frotta les tempes. Vous me demandez de jouer la dernière âme de cette montagne sur des calculs du Pentagone vieux de 15 ans et une empreinte vocale que nous n'avons pas. Maya s'avança. Alors, trouve quelqu'un qui le sache. Le silence régna jusqu'à ce que Raph prononce le nom que tout le monde méprisait, Boardwalk City. Boardwalk, une colonie s'étendant sur le squelette asséché des casinos du lac Tao, était un centre de troc aux appétits omnivores, armes, réactifs, chair. Son chef de guerre, le colonel Emerald Quint, revendiquait un lien de sang avec l'ancienne garde nationale du Nevada. S'il est une enclave qui préservait des empreintes vocales archivées ou décodées, cataloguées, militarisées, c'était bien les coffres à souvenirs de Quint. Shep serra les dents. On commerce là-bas sous escorte. Du ravitaillement, jamais de secret. Les espions de Caïn boivent la contrebande comme de l'eau.
C'est pour ça qu'on ne leur dit pas ce que les clés ouvrent, rétorqua J.O. On dit que c'est un firmware de démarrage à froid pour dégivrer les drones médicaux. Ils vont rire jusqu'à ce qu'on leur montre quelques ampoules en garantie. Le docteur Lang se hérissa. Vous échangeriez des médicaments déjà destinés aux enfants. Pour un été pour tous, interrompit Camille, la voix fine mais ferme. Le réfectoire s'emplit du silence d'une vérité plus perçante que les arguments. Les épaules de Shep s'affaissèrent. Choisissez ainsi, ordonna-t-il à Maya. Vous partez à l'aube. Raph, c'est vous qui dirigez. Ezra et J.O. sont sur le chariot de communication. Camille est assise en première ligne avec les médicaments. Je vais assigner 2 rangers et l'attelage de chiens le plus rapide. Personne d'autre. L'aube fit irruption sur la Sierra lorsque le convoi aux 3 traîneaux sur patins composites, attelé à 8 malamutes musclés dévala la route de crête. Pour la première fois depuis des années, le gel ne cria pas sous les pieds, une fine croûte se transforma en neige fondue, et, dans les arbres lointains, le bruit des ruisseaux ruisselant sous l'écorce murmurait des rumeurs de dégel. Le réacteur du fantôme des neiges était peut-être à l'arrêt, mais peut-être un papillon du chaos avait-il déjà volté. Ils descendirent des lacets marqués par de vieux impacts d'obus, longeant des poteaux de lodge carbonisés où flottaient encore des banderoles de surveillance au néon, vestiges de l'époque où les gouvernements prétendaient que la remise en état était possible. À midi, ils atteignirent la vallée où l'asphalte de l'île 70 émergeait des congères en ailerons de requins noirs. Là, les rangers de Shep se séparèrent, promettant de les observer depuis les crêtes. Silencieux comme des prières, murmura l'un d'eux, se fondant dans les pins. Le bassin de l'autoroute abritait les fantômes des caravanes pillées des années auparavant, carcasses de plateformes calcinées, logos d'entreprises peints à l'aérographe, écorchés par la glace. Pourtant, de nouvelles traces creusaient la neige, les traîneaux à patins d'acier suivaient la même direction. Boardwalk était commerçant. Il offrait des primes pour la ferraille de cuivre, les fruits de mer mis en conserve lors de la dernière pêcherie d'Alaska en activité, et des rumeurs de reliques technologiques. La rumeur circulait que les lieutenants de Cain assemblaient un train routier vers le sud, en direction des ruines de Sacramento, où des milices sauvages vendaient du lithium au marché noir. Au crépuscule, le convoi atteignit le sommet de Spooner. En contrebas, la nappe gelée du Tao reflétait le ciel vermillon en mosaïque craquelée. Sur la rive sud, la lueur de Boardwalk pulsait telle une aurore maléfique, guirlande lumineuse alimentée par du diesel volé dans des pipelines du désert, néons récupérés sous les chapiteaux des casinos, LED alimentés par des générateurs à pédales gérés 24h24 par des cyclistes sous contrat. Un périmètre de conteneurs maritimes encerclait la colonie, empilé sur 2 niveaux et orné de fresques sordides, des loups hargneux, des pins UPS masqués, le slogan « Traître, gelé, commerçant, festoyer ». À la porte 12, des gardes en kevlar dépareillés exigeaient des munitions ou des antibiotiques. Ezra sortit une ampoule, le garde la renifla, se lécha les lèvres et la fit passer. À l'intérieur, des odeurs les assaillaient, le soufre de l'huile de cuisson ternie, les torchés au goudron de pain, l'odeur piquante des champignons en fermentation. Les haut-parleurs diffusaient des remixes swingés de vieux hymnes électoraux. Les marchands vendaient de la viande séchée stérilisée au Geiger, de l'insuline contrefaite, des casques de réalité virtuelle antique reliés à des cellules solaires. Au-dessus de tout cela se dressaient les vestiges squelettiques de l'hôtel Mont-Bleu, aujourd'hui la citadelle de Cain, dont les fenêtres brisées étaient rafistolées par des volets blindés. Des projecteurs rôdaient tels des dieux désintéressés. Ils attachèrent les chiens devant un bar appelé le Polar Parlor, où des wagons cabines récupérés servaient de cabine. À l'intérieur, un poêle en laiton protégeait les fils de bière du gel. Un silence se fit lorsque les adolescents entrèrent, les étrangers de moins de 20 ans étaient rares. D'une cabine en velours, une femme aux lunettes miroir l'appela. Maya reconnut l'insigne sur son revers, une courtière en données, l'une des archivistes de Cain. Trop tôt, pensa-t-elle. L'information affluait ici comme la fonte des neiges s'écoulait en aval. Mais il ne pouvait atteindre les caveaux de Cain sans intermédiaire. Maya fit signe aux autres et s'approcha. La courtière se présenta simplement sous le nom de Softshift. Sa voix était bridée par des modes, changeant de hauteur à chaque phrase, une habitude des linguistes du marché noir. Lorsque Maya annonça qu'il cherchait l'empreinte vocale du versus four pour le firmware du drone, Softshift ricana. Une perle rare. Le colonel garde les versions anciennes en réserve. Pas à vendre, ma chérie. Mais peut-être à échanger. Elle effleura du doigt l'ampoule qu'Ezra lui offrait. Très tonique. Pourtant, le colonel mesure la valeur en termes d'influence, pas en termes de seringue. Apportez-lui quelque chose d'inoubliable et il ouvrira les livres de chorale.
Raph se pencha. Définissez inoubliable. Un héritage de l'ancien temps. Un symbole, un secret, un scandale. Quelque chose qui brouille la frontière entre mythe et preuve. Les pensées de Maya s'emballèrent. Quel artefact pouvait rivaliser avec un coupe-circuit climatique? Son esprit se tourna vers le hangar du bunker, l'unité sentinelle neutralisée par Seb. Sa plaque de boîtier, frappée du grand sceau américain et numérotée dans le bloc de production final, reposait dans le sac de Raph, attendant d'être échangée contre des engrenages de turbines de rechange. Une relique rutilante et irréfutable du militarisme d'avant l'effondrement. Les collectionneurs tueraient pour moins cher. Elle murmura l'idée. Raph fronça les sourcils, mais il détacha la plaque. Les lunettes de Softshift reflétaient sa surface comme de l'argent en fusion. Elle se lécha les lèvres cramoisies et hocha la tête. Suivez-moi. Ils traversèrent la place centrale de Boardwalk, où des esclaves troqués poussaient d'anciennes souffleuses à neige, mâchant la glace pour en faire des barres à eau. Les gardes saluèrent Softshift. Les ascenseurs de l'atrium éventré de Montbleu ne fonctionnaient plus, ils empruntèrent des escaliers de secours éclairés par des lampes tempête. Au 13e étage, ils rencontrèrent le colonel. Emerald Quint était allongé sur un trône fabriqué à partir de carcasses de machines à sous, drapé dans une cape de feutre de casino cousue de fils d'argent. Un masque respiratoire diffusait de l'air filtré sous des lunettes à monture de jade. Lorsque les adolescents présentèrent le plateau, son rire roula comme des dés sur une table en tapis vert. Fantôme des neiges, secteur K, dit-il d'une voix traînante. J'ai offert 5000 crédits repas une fois pour avoir entendu parler de cette unité, et voici les enfants qui en apportent la preuve. Son regard se porta sur Softshift, le courtier s'inclina. Cain actionna un levier en laiton sur un interphone antique. Quartier maître, préparez le phonographe du coffre. Quelques instants plus tard, ils descendirent au sous-sol de l'hôtel, plus profond que le sens de l'orientation de Maya ne le souhaitait. À travers un dédale de couloirs, ils atteignirent une pièce où des rangées de bobines de bandes magnétiques et de disques optiques vintage bourdonnaient à une vitesse glaciale. Un technicien installait un microphone dont la membrane était recouverte de feuilles d'or. Prononcez une phrase codée, ordonna Cain à Maya, pour que la machine puisse se calibrer. Maya hésita. La main de Softshift effleura un étui. Maya s'éclaircit la gorge et récita la séquence générique des métadonnées de Sirocco, Icar en plein essor, vecteur sous le vent, séquence de veille. La bobine à bobine s'entrechoqua, imprimant sa signature spectrale pour l'alignement de la lecture. Cain sortit alors une cartouche sans étiquette d'une cryo-sacoche. Elle dort avec mes plus grandes berceuses, dit-il, la voix emplie d'une fierté étrange. Il l'inséra dans le phonographe. Les haut-parleurs crépitèrent, puis une voix masculine calme, posée, teintée de voyelles du Midwest prononça la poignée de main, Victor Sierra Four demande confirmation d'écho orbital. Le technicien découpa l'onde dans un fichier numérique. Le souffle de Raph s'accéléra. C'est le président, murmura-t-il, à peine audible. En effet, le timbre était incontestablement celui de Donald Trump, un enregistrement probablement enregistré lors d'essais de bunker avant la fusion de 2025. Si Cain savait, il ne manifesta aucune excitation, il s'en remettait à l'inéluctabilité. La transaction terminée, Cain les congédia avec une cordiale malice. Nous sommes quittes, dit-il. Mais si j'étais vous, je quitterais ma ville en toute hâte, des secrets d'une telle ampleur brillent comme des aurores boréales pour les charognards. Softshift les escorta jusqu'à la sortie de service. Sous la lueur des allées de sodium, elle marqua une pause. Le colonel lit les futurs à risque. Il gardera votre artefact parfait. Mais il racontera aussi que les enfants courent après la météo. À l'aube, 10 milices se dirigeront vers le pic de l'écho, à la recherche de tout ce que vous savez. L'estomac de Maya se retourna. Elle remercia le courtier avec 2 ampoules, Softshift sourit, déjà à moitié légendaire, puis se fondit dans les ténèbres. De retour au traîneau, ils trouvèrent Brick gémissant. Les cordes du harnais étaient coupées. 4 ampoules avaient disparu, ainsi que la bobine. Des traces menaient au nord, vers le vieux village de ski de Avonlea, un véritable labyrinthe de contrebandiers. Pas le temps de les poursuivre, leur véritable trésor se trouvait dans la poche de poitrine d'Ezra, l'empreinte vocale de Trump, liée aux fantômes orbitaux. Ils se précipitèrent vers le périmètre. Un projecteur les peignit en blanc, des cris s'élevèrent, apparemment, les calculs personnels de Cain avaient encore changé, ou peut-être un murmure de Softshift, peut-être de la simple paranoïa. Des balles fendirent la nuit.
Raph souffla une fusée éclairante au magnésium au visage d'un garde, et les chiens s'enfuirent. Ce qui suivit fut un chaos dessiné par des arcs de cercle sur les étendues lacustres gelées, des traîneaux dérapent, des attelages de chiens hurlent, des motoneiges grondent à leurs trousses. Camille lança des fumigènes piqués dans l'arsenal de Caïn, des panaches violets masquèrent leur fuite. Sur la glace dégagée, les motoneiges se révélèrent plus rapides, mais la glace se révéla traîtresse, 2 machines plongèrent à travers de fines couches, s'enfonçant dans des cris brusquement réduits au silence. Les poursuivants restants s'éloignèrent, peu disposés à faire confiance à la carapace souple comme un ressort. Quelques heures plus tard, en sécurité sur les pentes boisées au-delà du col de Statlin, le convoi de Maya s'affala derrière un affleurement granitique. Ils burent de la neige fondue et écoutèrent le murmure des harpes éoliennes dans les pins. Ezra brancha le fichier phonographique sur la station radio amateur. L'onde s'aligna, la suite de chiffrement l'accepta avec un carillon mélodieux. Le trousseau de clés se déverrouilla, son contenu se déployant tel un lotus, table de liaison satellite, script de compte à rebours de sécurité, inversion de polarité du chauffage atmosphérique. S'ils étaient exécutés intégralement, les protocoles promettaient d'augmenter les températures moyennes troposphériques de 4 degrés Celsius sur 3 ans suffisamment pour rétablir les régimes pluviométriques, suffisamment pour faire s'effondrer le fragile manteau neigeux, suffisamment pour noyer les enclaves côtières accrochées à des pontons. Raph fixait les lignes de code comme s'il s'agissait de formules tirées de bibles oubliées. Toute vie pour toute vie, murmura-t-il. Qui décide de la marée? Gio a pointé du doigt l'entête d'un commentaire, cascade pourrait être interrompue au niveau des nœuds d'étranglement régionaux. On peut la ralentir, a-t-elle dit. Décongeler les cellules pilotes au-dessus des zones de test. Observer. Évoluer si possible. Où est-on en sécurité quand les déserts sont inondés et que les glaciers vomissent, rétorqua Camille, la voix brisée. Maya sentit le poids des montagnes s'abattre sur ses épaules. Mais un autre poids la secoua, le souvenir d'enfants sifflant dans des infirmeries moisies, de files d'attente pour les rations alimentaires où les aînés échangeaient leurs alliances contre des navets lyophilisés. Si le printemps existait, il ne pouvait être thésaurisé comme des reliques dans le caveau de Caïn. Elle s'agenouilla près du tonneau à feu qu'ils avaient allumé. Les flammes coloraient ses amis d'or. Un seul choix s'offre à nous, dit-elle doucement. Nous rentrons à la maison, patchons le réseau maillé, diffusons un déverrouillage partiel, testons d'abord la Sierra. Nous surveillons les rivières. Nous partageons des données, invitons chaque enclave à voter. Pas un décret, mais un pacte. Ezra hocha la tête, sa résolution s'aiguisant. Gio afficha un sourire meurtri. Camille essuya ses larmes, puis redressa ses petites épaules. Raph attisa le feu avec un bâton de ski cassé. La démocratie dans un blizzard, dit-il. Une sacrée piste de ski. Nous allons le sculpter, promit Maya. Une branche craqua derrière eux. Les rangers de Shep disparurent des broussailles, le visage maculé de suie. Nous avons suivi votre blizzard de trouble toute la nuit, dit le ranger en chef. Les bandes de guerre de Boardwalk se rassemblent, elles marcheront à l'aube. Nous tenons le haut du pavé pour l'instant, mais Echo Peak a besoin de ses enfants et de ses remèdes. Maya se leva. Alors on se dépêche. Et on apprend à une montagne à voter. 2 jours plus tard, les adolescents atteignaient le sommet d'Echo Peak, leurs chiens écumants mais invincibles. Derrière eux, bas à l'horizon, des colonnes de fumée noire marquaient l'avancée des milices qui fouillaient dans leur sillage. À l'intérieur de la station, des bénévoles installaient des antennes paraboliques sur chaque tuile du toit qui n'avait pas été emportée par la dernière tempête. Nadia épissait des câbles, les paupières battantes d'insomnie. Le docteur Lang distribuait des antibiotiques dilués dans des tentes de triage. Shep arpentait le parapet, les jumelles braquées sur la vallée. Maya a livré les fichiers clés, Nadia les a patchés via le PC de la tour. Un grimpeur a escaladé le mât de communication pour réaligner les antennes Yagi vers les cubesas d'origine. Puis est arrivé le code de saut, Victor Sierra Four, ici Echo Peak Sirocco Overide. Authentification de la poignée de main en cascade. Pendant cet battement de cœur, rien ne répondit. Puis l'espace lui-même murmura, des parasites s'écartèrent comme des rideaux et une voix numérique, froide comme la lumière des étoiles, répondit, authentification acceptée. En attente des indices régionaux. Ezra expira, les mains tremblantes sur le clavier. Il chargea les coordonnées de la grille Sierra Nevada, revérifia les manettes de sécurité, puis jeta un coup d'œil à Maya. Démocratie, dit-elle. Elle alluma les mégaphones de la station, diffusant à travers les cours et les tunnels de neige. Ces mots résonnèrent sur les façades glacées.
Elle leur raconta ce qu'ils avaient découvert, les risques du dégel, les péchés passés qui jonchaient le code. Elle demanda à ce que l'on lève la voix, et non la main, car les bouches d'aération transmettaient mieux le son que les bulletins de vote que chaque citoyen crie oui ou non au premier coup de cloche du sommet. Et lorsque la cloche sonna, un rugissement s'éleva, rauque mais déterminé, serpentant à travers les couloirs de pin, rebondissant depuis les tours des télésièges, s'accumulant jusqu'à devenir un impératif singulier, commencer. Ezra appuya sur « Exécuter ». Les satellites acceptèrent de nouveaux ordres, les radiateurs stratosphériques endormis se réveillèrent en gazouillant, redirigeant les arcs électriques. Au-dessus de la troposphère, des micro-drones pivotèrent, réfractant les bandes solaires selon des motifs destinés à desserrer les mâchoires de l'hiver. Des courants invisibles se modifièrent. Quelques heures plus tard, alors que les troupes de Boardwalk atteignaient le pied de la montagne, la neige fondue se transforma en flocons lourds et humides, une température anormalement chaude pour le mois de mars. Les sirènes d'avalanche hurlèrent, les pentes furent déstabilisées non pas par le froid, mais par le cisaillement dû à la fonte. Les pilotes de tête de Caïn abandonnèrent leur motoneige qui s'enfonçait dans la neige fondue, leur moteur s'éteignant. Ils se retirèrent, tirant des coups de feu frustrés sur les corniches en train de dégeler, qui répondirent par des glissements de terrain tonitruants. La montagne avait choisi son allégeance. Le soir, Maya se retrouva sur le balcon du chalet où nous l'avions rencontrée pour la première fois, son carnet oublié. Elle regardait les gouttes d'eau couler le long des rampes de cèdre, se frayant un chemin dans la crasse. Pour la première fois depuis sa naissance, elle entendit l'eau couler non pas des glaçons se fendre, mais un véritable liquide qui trouve la gravité. Ça sentait la promesse. Pourtant, loin à l'ouest, un banc de nuages meurtris s'amoncelait, signe que le climat ne cédait pas sans protestation. Echo Peak avait lancé l'histoire, nul ne pouvait prédire où elle allait. Mais Maya sentait le poids sur sa poitrine se dissiper légèrement. Il y aurait plus de votes, plus de codes à équilibrer, plus d'ennemis dont le pouvoir s'amenuiserait avec la pénurie. Pourtant, la fonte avait commencé, et aucun bunker ni aucun tyran ne pouvait recongeler l'idée dont le temps était venu. Une pluie chaude ou une sensation que personne de moins de 20 ans à Echo Peak n'avait jamais ressentie est arrivée la troisième nuit après que les satellites ont accepté l'indice Sierra. Elle a commencé par un crépitement sur les cabines en ruine, hésitant comme des applaudissements timides, puis s'est épaissie en un roulement musical régulier qui a duré jusqu'à l'aube. Au lever du soleil, le parking de la station s'était transformé en une eau noire reflétant les remontées mécaniques squelettiques, et des poches de terre sombre marbraient les pentes telles des contusions sur un bras d'albâtre. Des branches de pin, libérées du poids d'une tonne de givre, se sont élevées vers le ciel avec des craquements audibles, les aiguilles qui avaient sommeillé 20 hivers exhalaient un parfum résineux si intense qu'il frisait le narcotique. La fonte était tout ce que Maya Solas avait espéré et rien de ce qu'elle avait imaginé. 2 semaines plus tôt, elle avait imaginé un printemps doux et ordonné, des congères se dissolvant par centimètres, des ruisseaux alimentant les ponceaux, des patients observant les jeunes pousses pousser à travers les jardinières. Au lieu de cela, l'eau jaillissait en torrents violents le long des routes de service, arrachant des lacets entiers de la montagne. Des hangars construits sur le pergélisol s'enfonçaient tandis que leurs fondations de glace pourrissaient pendant la nuit. Les tentes des infirmeries grouillaient de mouches piqueuses, nées d'œufs congelés depuis l'époque des passeports fonctionnels. Les gens célébraient une heure, maudissaient l'heure suivante, se précipitaient pour lancer des sacs de sable, creusaient de nouveaux fossés de drainage, repoussaient les bâches et priaient ardemment pour que les barrages de terre centenaires sous Echo Peak tiennent. Aux premières lueurs du jour, Maya rejoignit les équipes d'intervention tandis que Raph et 3 rangers escaladaient les crêtes occidentales pour dynamiter les corniches avant que le village ne soit enseveli sous des avalanches de plaques de neige mouillées. Ezra et Nadia restèrent scotchés à leur radio amateur, incitant enclave après enclave à se joindre au « réseau de vote ». Certains répondirent avec gratitude, des hameaux affamés de l'Utah dont les vergers étaient pris dans la glace, des villages côtiers enchevêtrés de poissons qui voyaient dans le dégel la promesse d'une reprise du trafic de limaces à travers des mers grises. D'autres lancèrent des imprécations, des communautés du désert dont le seul rempart contre la sécheresse était le blizzard incessant qui engloutissait la fonte des neiges dans leurs citernes. En Oregon, les anciens des villes de pompiers juraient d'abattre tout drone qui réchaufferait leur ciel d'un seul degré. La démocratie dans un blizzard, en effet. Le docteur Lang a trié les épidémies de pieds des tranchées et de coliformes d'origine hydrique. Les médicaments du fantôme des neiges ralentissaient les dégâts, mais aucun médicament ne pouvait atténuer les effets physiques du bouleversement climatique. À chaque heure, les serveurs de la tour de données ronronnaient tandis que Nadia allumait et éteignait les chauffages, sculptant des isothermes comme un forgeron trempant l'acier. Pourtant, le système était conçu pour le déni stratégique, et non pour la finesse humanitaire, les algorithmes ne cessaient de surrégler,
déclenché par une rétroaction en cascade dans le jet supérieur. Un ralentissement excessif entraînait une chute brutale des températures du ciel, engendrant des orages de grêle qui déchiraient les premiers jeunes arbres perçant la neige fondue, un coup de pouce en avant et les nuages éclataient comme des digues rompues, noyant des ponceaux improvisés. Au crépuscule du 5e jour, Maya rassembla son équipage initial dans le mess, le silence parfois troublé par le bruit sourd de l'eau s'écrasant contre les descentes pluviales. La fatigue avait blanchi leurs visages, mais la détermination les brûlait toujours. Une carte étalée sur la table affichait des superpositions satellites fantomatiques dans leur clarté retrouvée de toute la côte ouest. Des bugs parsemaient encore l'imagerie là où les drones avaient échoué, mais le composite révélait une vérité terrifiante. Les rivières prenaient vie dans des convulsions rapides comme des serpents, creusant de nouvelles tresses à travers des villes dont les urbanistes avaient depuis longtemps oublié les codes des plaines inondables. Les ruines de Sacramento luisaient telles une mer intérieure. Le mur de conteneurs de Boardwalk, conçu pour la glace statique, s'affaissait désormais comme un fer à cheval à moitié fondu, la moitié des baraques abandonnées au profit des étages supérieurs des casinos. Et se précipitant droit vers le bassin versant d'Echo Peak, une floraison noire d'encre d'eau de fonte saturée de suivre les eaux de ruissellement industriel des fonderies de batteries abandonnées en amont, crachant maintenant les oxydes détachés de leur cuve rouillée. Gio pointa l'écran du doigt. Si cette bouillie nous parvient, elle empoisonnera toutes nos tranchées à champignons. Et elle arrivera dans 48 heures. Ezra laissa tomber sa tête sur ses bras croisés, la voix étouffée. On peut à nouveau ralentir les réchauffements régionaux, faire basculer la ligne de gel vers le sud, gagner du temps, mais on étoufferait les enclaves désertiques juste au moment où leur récolte de cactus germe. Il leva les yeux torturés. Chaque modification vole la vie de quelqu'un. Camille, le plus jeune, mais rarement le plus silencieux, dit « Alors il nous faut un autre outil. Pas la chaleur brute. Quelque chose qui filtre l'eau avant qu'elle ne tue. » Silence, sauf pour la pluie percutante. Raph expira bruyamment. Le hangar de Snow Ghost n'était pas qu'un simple jouet météo. Vous vous souvenez des galeries d'aération qu'on n'avait jamais explorées? Les ponts de service des drones pourraient abriter des nacelles d'épuration atmosphérique. Les premiers scientifiques de la guerre ont testé des filtres à zéolite sur des véhicules de la taille de distributeurs automatiques. On était trop occupé à échapper à une fusion nucléaire pour regarder. Maya sentit un espoir féroce lui monter à la tête. Il serait déjà enseveli sous une demi-montagne de scories. Enterré, acquiesça Raph, mais pas inaccessible. L'avalanche a creusé de nouvelles rigoles. La lumière du jour s'infiltre dans des zones de Snow Ghost que personne n'a vues depuis sa mise en service. On pourrait envoyer une équipe, retirer les nacelles et les installer à l'embouchure des rivières. Pas très élégant, mais un filtre à charbon de la taille d'un wagon peut éliminer une bonne quantité de poison. Gio fronça les sourcils. Et les troupes de Caïn? On les a peut-être battues à mort, mais elles reviendront dès qu'elles auront trouvé du matériel amphibie. Chaque dos nu tourné vers l'ouest est une invitation. Maya se leva. La décision se dessina comme une lame dans son esprit. On se sépare. Une équipe d'intervention ramène les épurateurs. Le reste fortifie le col, inondation ou pas. Ses yeux croisèrent les siens, non pas pour demander une permission, mais pour vérifier sa détermination. Ils la trouvèrent. Descendre dans les neiges fantômes, épisode 2, s'avéra plus horrible que le premier. La crue printanière avait creusé des tunnels sous la nappe de débris, rendant les anciens points d'ancrage peu fiables. Raph mena la danse avec son arrogance habituelle, déguisée en imprudence, enfonçant des pitons dans la glace qui hurlait sous la fonte. Maya suivit, une torche coincée entre les dents, les poumons gonflés par l'odeur de cordes de sisal pourries abandonnées par les ingénieurs du réseau de recherche des décennies plus tôt. Sous la trappe d'origine, ils découvrirent de nouvelles cavités où l'eau du glacier s'infiltrait par les cheminées de ventilation rompues du bunker. De la vapeur ou une vapeur brûlante et soufrée au selva, témoignant du cœur mourant mais toujours aussi féroce du noyau de fusion. Ils naviguèrent sur des portiques torsadés, à l'aide de cordes nouées, jusqu'à une annexe baptisée « Chambre d'aérosolation bêta ». À l'intérieur, des ascenseurs de plafond soutenaient 3 véhicules rappelant des food trucks blindés, à la différence que leur toit était hérissé de cheminées d'aspiration télescopiques. Sur un mur, un pochoir d'instructions indiquait « Unité mobile de filtration d'air MAFU 03 » pour déploiement dans des bassins contaminés. Autonomie, biodiesel ou turbomoteur. Rendement, 91% de capture de particules inférieures à PM2,3. Gio siffla malgré elle. Ils ont construit des pichets Brita sur des rails.
Chaque maffut portait encore des étiquettes fermant les écoutilles, aucune n'avait été mise en service. Le panneau de diagnostic de la première unité, branché de manière improvisée sur un pont de batterie, affichait un code orange, pile à combustible desséché. Mais la seconde s'allumait, les horloges logicielles affichant des dates datant d'une semaine seulement avant les bombardements qui avaient enseveli Sirocco dans le secret. La troisième clignotait de manière erratique, puis s'animait pleinement, l'IA embarquée annonçait, avec un enthousiasme marketing vif et pré-effondrement, qu'elle était prête à servir. Camille caressa la console, un rire teinté d'émerveillement. Il nous parle. Espérons qu'ils soient plus amicaux que le dernier robot qu'on a réveillé, grogna Raph en actionnant les freins. Bon, on va remorquer l'unité 2. L'unité 3 se conduit toute seule si on peut extraire du carburant des réservoirs de diesel à plat près des ateliers des nacelles. Il s'avéra que le carburant était constitué de muscles humains et de neige fondue. Les réservoirs de biodiesel des décharges de déchets alimentaires d'Eco-Peak contenaient encore de la graisse de soja figée, une journée d'ébullition et de filtrage produisit suffisamment de boue ambrée pour alimenter les deux maffus. Ils équipèrent des skis de remorquage, attachèrent des chiens à des harnais improvisés, à coups de jurons, de sifflets persuasifs et, de temps en temps, de coups de pied de biche sur les chenilles gelées, tirèrent 2 camions de filtration de 40 tonnes à travers des couloirs d'avalanche défoncés vers la rivière de la vallée. Durant ces heures, Maya aperçut, par éclair, la première illumination sur les visages de son peuple. Tandis que le convoi franchissait en grinçant les remparts de la milice, les ingénieurs, les mains bandées, applaudissaient. Des vieillards sortaient en boitant de leurs cabanes pour toucher la peinture des camions, comme pour vérifier la réalité. Des enfants, encore épargnés par la moisissure, griffonnaient des noms sur les panneaux anti-poussière, Rivet Savé, Spring Smith, Hawkbox. Tandis que l'équipe d'intervention de Maya transportait les secours en aval, le second assaut de Boardwalk grondait depuis le sud, sur des semi-chenillés amphibies récupérés dans des dépôts de marine submergés. Le colonel Quint conduisait le LVT de tête, sa cape en feutre de casino troquée contre une combinaison de plongée étanche, les verres de son respirateur teintés émeraude. Il avait deviné, à juste titre, qu'Eco-Peak était passé de la chaleur au filtre et les filtres ne pouvaient se défendre. Son convoi traversa à gué des ravins de neige fondue, ancrant des câbles sur les bancs mous où l'avalanche s'était autrefois effondrée. Il avançait en colonne de 4, les tourelles cliquetant. Mais les défenseurs d'Eco-Peak, sous la direction de Shep et Nadia, reprogrammèrent une dernière fois les drones météo. Ils recentrèrent les radiateurs satellites non pas sur la troposphère, mais sur des faisceaux de la largeur d'une aiguille, ils enfouirent la route de Caïn sous des micro-blizzards d'eau surfondue, gelés instantanément. Le résultat fut un véritable champ de mines, les camions qui s'égaraient dans les mauvaises cases de la grille GPS se retrouvaient collés dans un ciment de glace instantané, leurs pistes se bloquaient, leurs blocs moteurs se fissuraient lorsque le liquide de refroidissement se transformait en neige fondue. D'autres percèrent des plaques de neige fondue sur des rochers chauds en pente et se retournèrent, envoyant des hommes dans un ruissellement de chocolat. Pendant ce temps, les Rangers de Shep se déployaient sur des skis au-dessus de la limite forestière, leurs fusils compensant la diminution de la résistance de l'air. Ils ne tiraient que lorsque les unités de Quint se libéraient des pièges météorologiques, un seul coup de semonce dans le blindage, juste assez puissant pour rediriger sans tuer. Pour chaque camion capturé intact, les équipes d'ingénieurs d'Eco-Peak démontaient les tourelles, y boulonnaient des réservoirs de stockage et intégraient le châssis à une flotte croissante d'épurateurs d'eau. Lorsqu'un aborda enfin le mur extérieur d'Eco-Peak, désormais une barricade improvisée de carcasses de chenillettes, il découvrit la garnison montagnarde désarmée, tenant des cruches de boue récupérées du flot toxique. Shep communiqua sur une fréquence ouverte. « Colonel, voici ce que votre cité marchande a bu. Nous vous le rendons. » Sur ces mots, des volontaires déversèrent la boue puante sur la paroi rocheuse, où elle s'infiltra dans les tranchées avancées de Quint, teignant ses bottes en noir. Le colonel leva les yeux vers les pylônes où les câbles transmettaient des messages d'enclave en enclave, chaque nœud diffusant des données sur l'efficacité des filtres et la chute des taux de maladie. Il observa les ruisseaux alpins scintiller sous un soleil dégagé des fusées éclairantes des drones. Et il comprit que la guerre ne dépendrait pas du nombre de balles, mais du récit. Boardwalk resterait-il une économie prédatrice ou se réinventerait-il comme un centre de distribution vital? Les commerçants se régalent, les traîtres gèlent sa devise soudain fragile. Caïn ordonna d'abaisser sa bannière. Les canons des fusils s'abaissèrent, puis le terrain s'inclina. Le siège prit fin non pas par un coup de feu, mais par un manifeste d'expédition. Ces quartiers-maîtres envoyèrent des caisses de lithium récupérées près des ruines du désert. En échange, les techniciens d'Eco-Peak acceptèrent de cloner l'IA du filtre dans le réseau de Boardwalk et de partager les programmes de régulation du chauffage. SoftShift,
invisible depuis son avertissement de ruelle, encoda l'accord dans un registre signé en base 64 et le diffusa à travers le réseau. La diplomatie virale prit racine plus vite que la neige fondante n'engloutit un canton. Le printemps s'accéléra. La limite des neiges recula si vite en amont qu'elle ressemblait à des rideaux blancs tirés par des mains invisibles. Les rivières continuèrent à déferler, mais les maffus les engloutirent en 2 colonnes et exhalèrent une eau suffisamment claire pour scintiller là où régnait autrefois le limon. Les villages en aval récoltèrent leurs premiers échantillons d'eau potable depuis 21 ans. À Éco-Peak, les serveurs de Nadia compilaient à chaud les votes de dizaines d'enclaves. La question évoluait, non seulement fallait-il poursuivre le dégel, mais comment enchaîner la gouvernance entre des individus nés dans des silos déconnectés. Shep appelait cela une « confédération câblée », le Dr Lang préférait une « prise en charge mutuelle ». Raph suggérait de « garder tout le monde trop occupé à réparer les choses pour se tirer dessus ». Jo a créé une interface utilisateur visualisant les modèles d'impact. Camille a ajouté une couche de commentaires où les agriculteurs pouvaient associer les précipitations indiquées à des observations de terrain et où les nomades du désert publiaient des photos de buissons cassants en pleine floraison au lever du soleil. Ce qui avait commencé comme un réseau de bavardage entre radioamateurs est devenu la coopérative Sierra, première république numérique transrégionale de l'ère post-tarifaire. La coopérative n'a jamais parlé à l'unanimité et la démocratie s'est avérée aussi désordonnée que l'eau de fonte, mais certains axiomes se sont solidifiés. Les données sont du pain. Les fichiers CSV bruts des capteurs circuleraient toujours librement, de manière ouverte et sécurisée, signés cryptographiquement, mais visibles sur l'écran de n'importe quelle enclave, annulant ainsi le monopole. Les outils priment sur les armes. Tout matériel de guerre capturé doit être converti à un usage civil avant le prochain solstice ou remis à la ferraille des fonderies coopératives. La chaleur n'appartient à aucun trône. Les codes de liaison montantes des satellites résidaient sur 5 serveurs miroirs répartis dans l'Ouest. Toute modification de la régulation nécessitait une approbation multisignature représentant les blocs alpins, désertiques et côtiers. Le colonel Quint, toujours opportuniste, a publiquement adopté cette doctrine, rebaptisant Boardwalk, Freeport-AO, et vantant ses casinos rénovés qui purifient désormais les eaux usées des camping-cars. En privé, bien sûr, il a accumulé des marques de bonne volonté, mais dans les tensions démocratiques, même le cynisme peut alimenter la croissance. 3 mois après le dégel, des semis de pin ont émergé entre des pylônes d'ascenseurs à moitié effondrés. Les champignons ont reculé dans les vestiaires, l'humidité trouvant son équilibre dans les brises qui se dissipaient sous une nouvelle convection. Le Dr Lang a pratiqué le premier accouchement à Éco-Peak, une fille nommée Junipé, née tandis que des glaçons fondants tambourinaient des berceuses sur les toits de tôle. Le bébé était porteur d'anticorps grâce aux cultures de pénicilline S3 du fantôme des neiges, preuve que les secrets peuvent nourrir l'avenir lorsqu'ils sont révélés plutôt que thésaurisés. Maya, s'arrêtant enfin un instant pour respirer, gravit la crête un soir au crépuscule, carnet sous le bras. De là, elle aperçut une vallée désormais parsemée de rubans verts. Plus à l'ouest, une rangée de lampes à sodium traçait l'emplacement des voies ferrées de Freeport, construites à partir de débris de casinos, destinées à relier les enclaves de Reno aux stations d'eau de montagne. À l'est, des nuages d'orage chargés d'humidité dépassaient Carson Gap au trop de pluie si rien n'était fait. Elle contacta Nadia pour lui suggérer de réduire le chauffage de 2%, moins d'1 heure plus tard, les drones acceptèrent. Le vent lui caressait les cheveux, chaud et doux comme le pain. Elle repensa à elle-même, plus jeune, blottie contre des radios grésillantes, cherchant secours dans des bips insignifiants. À la voix saccadée de Soft Shift, à l'avidité de Caïn, à la neige qui tentait de les effacer. Elle se souvint d'avoir ouvert la trappe du bunker après l'avalanche, des chiens aboyant dans l'escalier illuminé par le soufre, et ressentit l'écho de cette même décision électrique, franchir le seuil, quoi qu'il arrive. Raph apparut, portant une boîte en bois sentant le diesel et les cerises. À l'intérieur se trouvaient des éclats de glace de glacier, libérés de hautes crevasses des cristaux bleus plus vieux que le temps, fondant maintenant aussi vite que du sucre. Je me suis dit que tu voudrais un souvenir, dit-il, penaud. Tout change plus vite qu'on ne peut l'écrire. Maya prit un tesson entre ses doigts et le regarda couler. Et puis on continue à écrire. Des histoires, des manuels d'entretien, des comptines. Les histoires sont aussi des filtres, elles emprisonnent les poisons de l'oubli. En contrebas, la cloche du sommet d'Éco-Peak sonna 3 fois, signal d'un message entrant sur le réseau coopératif. La voix d'Ezra grésilla, amplifiée dans toute la vallée. Attention, enclave, les Cubesa signalent une stabilisation du tempérament dans le secteur Alpha 5. Les précipitations se normalisent, le risque d'incendie est modéré. Résultat du vote,
72% en faveur du pivotement des panneaux de chauffage vers les plaines du Nord, en réponse à la sécheresse. L'opération, Pluie des Prairies, commence à minuit. Maya sourit. De nouveaux horizons, circulaires comme l'orbite, mais vastes comme l'espoir. Elle se tourna vers Raph. Prêt à partir? Il haussa les épaules. J'ai toujours cru que l'apocalypse serait la fin. En fait, ce n'est qu'une maintenance en amont. Il lui tendit la main. Elle la prit. Ensemble, ils descendirent une pente luisante d'herbes naissantes, vers des projecteurs où les ingénieurs soudaient des rails, les enfants couraient sur la terre ferme pour la première fois, et les anciens apprenaient à prononcer des mots oubliés dans leur langue, comme « planter »,« printemps » et « demain ». Parce que demain, enfin, avait de la place pour grandir.